Bonjour et bienvenue sur ce live entre référents qui était prévu aujourd'hui. On va parler convalescence du chat et je vais vous partager mes mésaventures de la semaine dernière sur ce sujet parce que je suis pro mais je suis avant tout une humaine comme les autres et une référente chat. Donc vous partagez mon expérience et puis les prises de conscience que j'ai pu avoir qui peuvent être utiles au plus grand nombre de référents que vous êtes et qui me suivez ici ou ailleurs. Le replay restera, je ne sais pas par contre combien de temps, il restera disponible sur Instagram, mais en tout cas toute la semaine c'est sûr, pour ceux qui arriveraient en cours de route ou qui auraient peur d'avoir raté ou autre. Donc je vous laisse arriver, me faire un petit coucou. Ah, il y a du monde. Coucou Agnès. On commence la semaine ensemble pour parler de mes péripéties chats et de voir comment est-ce que ça peut vous contribuer à vous, si jamais ça vous arrive, ou peut-être que ça va faire écho si vous avez déjà vécu ce genre de choses. Hello Fleur. Chouette. Alors, pour celles qui sont là, dites-moi si ça vous est déjà arrivé, si vous avez déjà vécu la convalescence de votre chat. C'est-à-dire que vous avez eu votre chat malade ou que votre chat s'est fait opérer et que vous avez dû gérer l'après. C'est-à-dire une fois que le chat rentre à la maison, gérer le traitement vétérinaire, gérer le post-opératoire au niveau du réveil du chat, gérer les effets secondaires, gérer voilà. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Dites-moi ça un petit peu pour que je vois pour celles qui sont en direct si vous avez déjà été concerné, peut-être que vous allez vous reconnaître dans ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Si vous n'avez jamais été concerné, eh bien ça va vous préparer un petit peu parce que ça, une de mes plus grandes prises de conscience, j'en ai eu pas mal la semaine dernière, mais une de mes prises de conscience et que j'avais envie de vous partager, c'est qu'en fait on n'est pas assez préparé à ça, que ce soit côté accompagnement vétérinaire ou que ce soit dans notre entourage, il n'y a pas assez d'informations là-dessus qui circulent. Donc je suis en train de vous préparer des petits trucs, rassurez-vous. Mais la plupart du temps, on se retrouve un petit peu seul avec tout ça, à se dire oh, comment je vais faire pour gérer tout ça. Donc c'est de ça que j'ai envie de vous parler. Alors, donc oui pour Agnès, ça a été compliqué. Fleur, je touche du bois, pas eu à gérer. Ok. Alors, je touche du bois, c'est une des premières choses là que j'ai envie de vous dire, c'est que ça va arriver. C'est-à-dire que dans notre vie avec un chat domestique qui est censé vivre en moyenne 15 ans ou plus, c'est impossible que le chat ne soit jamais malade du moment où on l'adopte jusqu'à sa mort. Il y aura toujours des petits bobos, des petites maladies. Alors pas forcément des trucs graves, mais il y aura forcément un moment où on sera confronté à ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Pas forcément exactement la même chose que ce que j'ai vécu, on est d'accord. Là, je vais partir de mon expérience pour ouvrir. Mais il y aura de toute façon une gestion de la maladie ou de la douleur ou de l'inconfort dans notre parcours et dans notre relation humain-chat. Donc ça c'est vraiment ce sur quoi je veux insister aussi, c'est le fait de se dire que comme on pense que ça n'arrive qu'aux autres, on ne se prépare pas. Et moi j'aimerais aujourd'hui vous ouvrir la conscience là-dessus sur le fait que ça peut vous arriver et ça va certainement vous arriver un jour. Avec un de vos chats, c'est peut-être pas celui-là, c'est peut-être le suivant, c'est peut-être le 3e, 4e, 10e que vous aurez, mais dans la vie d'un référent chat, ça va forcément arriver à un moment ou à un autre que vous ayez des médicaments à donner, que vous ayez un suivi médical à donner, que vous ayez un suivi post-opératoire à donner, ne serait-ce que la stérilisation ou la castration déjà, si vous les prenez tout petits et que vous ne les avez pas déjà adoptés, stérilisés ou castrés. Donc ça fait partie de notre rôle en fait de référence, ça va forcément nous arriver à un moment donné et on a cette tendance, et moi la première, mea culpa, j'ai pas forcément préparé ces choses-là sur le long terme. Alors que, et c'est ça que je veux vous transmettre, c'est alors que j'ai les outils, alors que j'ai tout pour le faire. Okay, il y a plein de choses qu'on n'anticipe pas, mais c'est déjà, on a tous ce mécanisme-là de fuite un petit peu, de se dire, je verrai quand j'y serai. Ouais, sauf que quand on y est, les amis, c'est
pas la même chose que si on a éventuellement déjà dans notre tête comment ça peut se passer ou les outils en fait qu'on a besoin pour maîtriser tout ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Oui, Fleur, tu dis que tu as déjà eu des traitements à donner, mais pas de gros soins post-opératoires. Ok. Donc déjà, les petits soins, sur certains chats, ça peut être pas évident. En fonction de ce qu'on a à donner. Avec d'autres chats, c'est super cool. Donc en fait, ça, comme d'hab, hein, ça dépend du chat qu'on a à la maison et de notre gestion à nous. Donc pour vous raconter un petit peu ce qui s'est passé, parce que j'ai papoté pas mal avec certaines d'entre vous en privé, et je sais plus à qui j'ai dit quoi, donc je refais un petit mémo pour tout le monde, pour qu'on sache tout le monde de quoi on parle, surtout ceux qui arriveraient par hasard sur ce live et qui me découvrent aujourd'hui. Alors, la semaine dernière, le matin, en fait, je me suis aperçue que c'est pas très glamour, hein, je suis désolée, mais c'est la réalité, que sur l'arrière-train donc de Micha, au niveau des fesses, il y avait plein de sang et de pus. Sauf que je ne voyais pas d'où ça venait. Et j'ai fini par voir qu'il y avait une grosse plaie. Je pensais qu'il s'était coupé avec quelque chose, ou qu'il y avait une blessure, ou voilà. Donc j'ai appelé rapidement la vétérinaire qui a pu, parce que moi je travaille avec une vétérinaire à domicile pour mon chat, donc elle a pu se dégager rapidement et venir. Sauf que quand elle est arrivée, elle m'a dit bah non, c'est pas une blessure madame, il va falloir que je fasse de la chirurgie là maintenant tout de suite, parce qu'en fait c'est une glande anale qui avait dû s'infecter mais qui ne se voyait pas évidemment de l'extérieur puisque c'était sous les poils, donc moi je ne voyais pas qu'il y avait un abcès à cet endroit-là. Et l'abcès qui avait fini par exploser, et donc il avait une énorme plaie avec toute une partie autour qui était complètement nécrosée. Une fois qu'elle a pu tondre et voir et nettoyer la plaie, on a vu qu'il y avait toute une partie qui était nécrosée. Donc là, on n'avait plus le choix, il a fallu prendre la décision très rapide de passer à l'opération. Et donc ce qui est fun, je vais vous expliquer pourquoi c'était fun, parce que sur le coup, c'était pas fun du tout. J'étais pas du tout préparée psychologiquement à ça. La vétérinaire, en fait, a fait l'opération donc à domicile, dans mon salon. Et donc, j'ai assisté à toute la chirurgie de A à Z. Alors, d'un côté, j'ai mon côté pro qui a dit « c'est génial, bah, du coup, ça me fait une expérience et j'apprends plein de trucs », parce que moi, j'adore travailler avec les vétos et on s'apprend mutuellement des choses. Mais il y avait une partie de moi, quand elle a dit on y va, et puis anesthésie générale, plus les points de suture, plus machin, plus truc, plus les photos qu'on a pris parce qu'il fallait qu'on ait un suivi, etc. Ça a été instantané en fait. C'est-à-dire j'ai pas eu un temps de réflexion de 1 jour, 2 jours, 3 jours. Donc on était vraiment dans l'urgence et dans c'est maintenant. Parce que vu la partie qui était totalement... ouais Fleur, sacré stress, je te fais pas dire. Parce que vu la partie qui était nécrosée, on ne pouvait pas attendre 2-3 jours de plus, par exemple, qu'il y ait de la place en clinique vétérinaire ou autre pour le déplacer. C'était là, ou sinon ça allait atteindre d'autres parties de l'arrière-train, type aller sur le sphincter ou sur l'anus, et ça pouvait être très compliqué. Donc, bah voilà, ça a dû être fait comme ça. D'un autre côté, c'est pas plus mal parce que j'ai pas eu le temps de trop réfléchir et de me poser 1 milliard de questions. Mais la gestion de l'urgence, déjà rien que ça, ben on ne le gère pas tous pareil. On ne le gère pas tous pareil, cette gestion d'urgence. Donc là, il y a eu ça, donc anesthésie générale, l'opération en direct. J'ai pas fait l'assistante veto parce que j'étais plus en observation, mais en fait, j'aurais pu un petit peu. Après la fin, la collerette, vous en avez beaucoup entendu parler sur les stories pour ceux qui m'ont suivi ou en newsletter. Bref, tout ça, ok, ça a duré plus d'1 heure. Entre le « ah, bah non, en fait, c'est pas une blessure, faut l'opérer » et le « on opère, l'opération est finie » et les conseils pour le post-opératoire, ça a duré 1 bonne heure. Okay, donc 1 bonne heure de stress avec en plus de réfléchir à l'organisation derrière parce que vu l'opération et là où les points de suture étaient situés, il fallait vraiment pas, absolument pas qu'ils se touchent et qu'ils se lèchent à cet endroit-là. Parce que sinon, si un seul point sautait, on risquait de perdre le fonctionnement du sphincter. Et après, se retrouver avec un chat incontinent jusqu'à la fin de sa vie. Il est quand même jeune, il a 8 ans. J'espère qu'il a encore de très nombreuses années à vivre. Mais voilà, ça ne serait pas l'idéal. Donc, il fallait une surveillance vraiment absolue par rapport à ça. Et donc, on a été obligé de lui mettre une collerette basique qui n'est pas du tout cat-friendly, qui n'est pas du tout adaptée ni éthologiquement ni émotionnellement aux besoins d'un chat,
mais on n'avait pas le choix parce qu'avec tous les autres modèles, il y arrivait. Voilà, donc ça a été le deuxième stress. Une fois la veto partie, donc je me suis retrouvée avec les conseils vétérinaires au niveau du suivi, des soins locaux qu'il y avait à faire tous les jours, des antibiotiques qu'il y avait à lui donner, et surtout à me dire, mais comment je gère mon planning en fait. C'est-à-dire que heureusement, le jour où il y a eu ça, je ne travaillais pas. Enfin, je ne travaillais pas, j'avais pas de rendez-vous à l'extérieur, j'étais en administratif à la maison, donc j'ai pu le gérer. Mais les jours d'après, je travaillais. Donc, comment j'ai fait? Donc, heureusement, mon conjoint a réussi à prendre... Et ça, je vais vous le redire après, ok? Mais mon conjoint a pris une journée, carrément le jour suivant l'opération, parce qu'il faut surveiller le post-opératoire, qu'il n'y ait pas d'effets secondaires, qu'il n'y ait pas d'accident, qu'il n'y ait pas de choses comme ça à mettre en place. Donc, il a pris une journée pour que je puisse gérer cette partie-là, et on s'est alterné comme ça pendant une semaine pour gérer ça. Donc, on a eu de la chance en fait de ce côté-là qu'on ait pu s'organiser de cette façon-là. Mais donc, on s'est retrouvés avec les conseils vétérinaires, etc., avec la gestion en fait du chat, parce que chaque chat réagit différemment. Donc, Micha, il a paniqué complètement au réveil, il s'est mis à se taper contre les murs, à hurler. Donc, on a dû tout réorganiser par rapport à ce qui était prévu, et on l'a d'abord isolé dans la chambre, on a tout mis dans la chambre pour lui donner le temps de revenir, de s'adapter à ce truc-là qu'il avait autour du cou, qu'il faisait paniquer, avant de lui réouvrir petit à petit, progressivement. On a eu quelques complications, évidemment, vous savez, ça tombe jamais quand il faut, c'était le veille de week-end, dimanche où tout est fermé, etc. Donc voilà, il y a eu grosse gestion de crise avec la vétérinaire par SMS, etc. Donc voilà. Ça, après, il y a eu la convalescence d'une semaine, et puis toutes les stories que je vous ai partagées et autres. Mais j'avais envie de vous faire ce live aujourd'hui parce que la convalescence du chat, c'est bien sûr des choses que j'ai déjà accompagnées en tant que professionnelle. J'ai déjà accompagné des personnes qui se sont retrouvées avec un chat en cageothérapie, par exemple, qui se sont retrouvées en post-opératoire, qui se sont retrouvées soit en préparation d'une opération, soit vraiment accompagnées, soit vraiment avant, pendant, après, en fonction des cas. Donc je l'ai déjà accompagné, mais c'est la première fois que je le vis moi personnellement en tant qu'adulte, parce que quand j'étais petite, ça a dû arriver avec des animaux, mais c'était mes parents qui géraient, donc je ne devais pas avoir la même vision. Mais en tant que référent officiel chat, c'est la première fois que ça m'arrivait personnellement de devoir suivre comme ça de A à Z l'opération, puis le suivi, avec la réalité du chat et la réalité humaine, en fait, que ça implique aussi derrière pour le quotidien. Et ça change tout, les amis. Entre accompagner les autres et vivre la chose pour soi-même, ça change totalement la perception de ce qui se passe. Et j'ai beaucoup pensé à vous, j'ai beaucoup pensé aux personnes que j'ai pu accompagner là-dedans, et j'ai surtout pensé aux personnes qui ne l'ont pas encore vécu, qui pourraient le vivre un jour. Et ce qui revenait beaucoup chez moi la première semaine, j'ai passé mon temps vraiment à me demander comment ce que j'étais en train de vivre allait pouvoir être utile aux autres, comment est-ce que j'allais pouvoir vous accompagner là-dedans. Donc c'est pour ça que je vous ai fait des stories, que je vous ai fait des newsletters, que je vous ai fait des choses comme ça pour vous éclairer, que je vous prépare des petites choses là en sous-marin et que je vous fais ce live aujourd'hui parce que c'est important pour moi de partir de mon expérience pour que ça puisse vous contribuer. Mais surtout, je me suis dit, mais attends, Christine, toi, t'es pro, t'as les outils, en fait. T'as les outils au niveau éthologique, t'as des connaissances de base au niveau vétérinaire sur SIAT, tu as les connaissances de medical training pour pouvoir donner les soins au chat, tu as aussi la partie émotionnelle humain puisque tu es coach pour humains et neurosciences et que tu accompagnes les humains, tu as aussi les outils pour la partie plus énergétique et spirituelle pour accompagner ces plans-là, et malgré ça, c'est le bazar, j'allais dire un gros mot mais pour pas être censuré par Insta, malgré tous mes outils, ça a été une semaine hyper éprouvante. Éprouvante physiquement, parce que j'ai très peu dormi. Éprouvante émotionnellement, parce qu'il faut gérer les émotions, tenir. Cognitivement, bref, ça a été super éprouvant alors que j'ai tous les outils. Et là, je me suis dit, mais comment font ceux qui ont vécu ça ou qui auront peut-être un jour à vivre ça et qui n'ont pas les outils? Qui n'ont pas les outils et ou qui ne vont pas chercher les outils auprès de personnes pour les accompagner. Parce que par exemple, les personnes que j'ai pu accompagner dans les convalescences, elles n'avaient pas les outils
mais elles ont fait appel à moi pour être accompagnées. Donc elles ont eu ces outils-là sur le cours de la route. Mais il y a beaucoup de monde qui n'osent pas déjà. Au-delà des outils, il y a beaucoup de personnes qui, une fois qu'elles se retrouvent dans cette situation-là, n'osent pas appeler à l'aide, n'osent pas aller demander à un professionnel dans un domaine ou un autre de venir à la rescousse d'un point de vue humain. C'est-à-dire que le réflexe « aidez-moi, mon chat, il a un problème, qu'est-ce que je fais ?» on l'a. La plupart des gens vont rappeler tout de suite le vétérinaire pour savoir quoi faire, ça oui. Mais pour nous, pour prendre soin de nous, en fait, on est très peu à le faire. Donc toute cette semaine-là, je me suis dit, mais comment est-ce que je peux les aider Et là, ce qui m'est venu, donc pour ça, il y a des choses qui sont en préparation, comme je vous ai dit, mais c'était important pour moi de vous faire ce live pour vous montrer que pro ou pas pro, on est dans la même galère. La différence quand on est pro, c'est qu'on a des outils, évidemment, en plus, mais la gestion est tout aussi impactante et tout aussi difficile à traverser, qu'on soit pro ou pas, parce qu'avant d'être des professionnels, on reste des humains. Donc aujourd'hui, je voulais vraiment vous apporter l'alliance des deux, aussi bien l'approche de Christine, l'humaine qui a dû traverser ça, et Christine, la professionnelle, et vous faire un match entre les deux. Donc toute cette semaine-là, j'ai alterné un peu, j'étais un peu schizo entre la pro et l'humaine, la pro, l'humaine, ce que je vis et comment je vais pouvoir l'utiliser et machin. Et j'ai eu pas mal de prises de conscience et je voulais vous en partager donc quelques-unes aujourd'hui. La première, c'est celle-là, c'est-à-dire que la plupart des gens sous-estiment l'impact que la convalescence du chat peut avoir sur l'humain qui accompagne le chat. Coucou Alix. C'est-à-dire que quand je dis les gens, j'inclus tout le monde. C'est-à-dire que les professionnels ont tendance à sous-estimer le truc tant qu'ils ne l'ont pas vécu eux-mêmes. Je vous ai dit, mea culpa. L'entourage peut sous-estimer le truc. Si vous parlez de ce que vous êtes en train de traverser à des amis, de la famille, des collègues, je ne sais pas qui, n'ont pas de chat ou qui ont des chats mais qui ne l'ont jamais vécu, mais surtout s'ils n'ont pas de chat ou pas d'autres animaux de façon générale, ils ne vont pas forcément comprendre à quel point ça vous impacte. Ils vont juste dire ah, c'est bon, t'as juste 3 médocs à donner, surveiller le chat, de quoi tu nous parles, t'as pas besoin de te mettre dans un état pareil. Si, en fait, vous avez le droit de vous mettre dans un état pareil, vous ne contrôlez pas cet état-là qui va être différent. Mais il y a des émotions, il y a des difficultés personnelles à traverser et c'est pas juste il s'est fait opérer, j'ai juste à donner le médicament et basta. Il y a des tas d'autres choses que j'aimerais vous repartager là. En tout cas, les difficultés que j'ai pu lister dans ce que j'ai observé. Attendez, excusez-moi, je replace juste la caméra parce que ça a tendance à bouger. Voilà. Donc, quand je dis les gens ont tendance à sous-estimer, il y a donc les pros qui ont tendance à sous-estimer, il y a l'entourage et il y a le référent lui-même. C'est-à-dire que nous-mêmes, on a tendance à se concentrer, effectivement, comme tu dis Agnès, on va mettre le focus sur les soins du chat et nous, on va s'oublier. Et ça, c'est ce qui rend les choses encore plus difficiles. C'est-à-dire qu'on est tellement focus sur le chat que nous, on s'oublie et on ne fait même pas attention à ce qu'on est en train de traverser. Et autant ça, dans l'urgence, ça peut être une bonne stratégie, autant après, là, comme je l'ai vécu ce week-end, autant après, une fois que c'est fini, vous pouvez avoir le contre-coup. C'est-à-dire que si vous passez vraiment en disant « Ah, bah, je suis focus sur le chat, je fais les soins, gna 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 gna, et puis ok, je dors 2 heures, que 2 heures par nuit, c'est pas grave, et gna gna, ok ». Sauf que quand c'est fini, vous avez votre système nerveux qui peut relâcher complètement. Et là, ça va être ça peut être beaucoup plus violent et beaucoup plus difficile pour vous que si pendant la période, vous êtes aussi en conscience pour vous et que vous êtes indulgent aussi pour vous et que vous êtes aussi en conscience de ce qui se passe en vous. Ça n'aura pas le même effet à moyen ou long terme une fois que la convalescence sera terminée parce que pour certaines personnes, ça peut vraiment être traumatique. Okay, et le trauma, des fois, il se réveille après. Il se réveille une fois que l'urgence est terminée et qu'on a toutes les émotions qu'on va pouvoir relâcher. Donc déjà, ça, voilà, ça a été une de mes prises de conscience qu'on a tendance à sous-estimer ça. Et même nous, en tant que professionnels, là je parle à toutes les collègues qui pourraient passer par là, c'est vrai que par exemple, on est d'accord, c'est pas le travail du veto
de faire le job de psy derrière et d'accompagnement de l'humain, d'accord? C'est pas son travail. Mais c'est vrai qu'on va toujours vous donner les conseils factuels, c'est-à-dire le pratico-pratique. Que ce soit en veto, que ce soit en la partie comportement, on va vraiment être sur le truc, voilà ce que vous avez à faire. Voilà ce qu'il faut donner comme traitement, voilà ce qu'il faut surveiller, voilà ce que vous devez faire comme soin, voilà ce que vous devez aménager dans l'environnement pour préserver le chat, voilà comment, à quel truc faire attention et me prévenir si jamais il y a un problème, que ce soit veto, que ce soit comportementaliste. On va être très factuel. Mais c'est très rare que on vous dise aussi quoi faire pour prendre soin de vous dans cette période-là. C'est très rare. On va vraiment vous dire ce qu'il faut faire pour le chat, ce que vous allez faire pour améliorer le bien-être du chat, ce que vous allez devoir mettre en place. Mais c'est très rare qu'on vous dise attention, ça va aussi être une période difficile pour vous parce qu'il y a plein de difficultés là, je vais vous en lister quelques-unes. Il y a plein de difficultés que vous allez vivre, c'est ok, vous allez peut-être vous sentir fatigué, vous allez peut-être vous sentir dépassé par l'organisation. N'hésitez pas si vous en avez besoin à vous faire accompagner par un professionnel, par un comportementaliste ou par un coach en fonction de ce qui se passe, ou un qui fait les deux comme moi, si jamais, si jamais vous avez besoin. Mais il n'y a pas ce conseil-là. En tout cas, moi, de mon expérience, chez tous les clients que j'ai pu avoir, chez tous les amis que j'ai autour de moi, les connaissances que j'ai et mon expérience professionnelle, je n'ai jamais entendu dire, après une grosse opération, cet aspect-là de prenez aussi soin de vous dans cette période-là. Or, pour moi, ce conseil-là, c'est peut-être le plus important avant le reste. Parce que pour faire tout ce qu'il y a à faire, il faut prendre soin de nous. Parce que vu les difficultés qui se présentent et les tâches quotidiennes qu'on a à remplir par rapport à cette convalescence, si on ne prend pas un minimum soin de nous, si on n'est pas un minimum conscient de ce qui se passe en nous, on peut faire des tas de bêtises. On peut ne pas voir les signaux du chat, on peut aller au-delà des limites, par exemple quand on fait du medical training, on peut retomber dans les projections, dans l'anthropomorphisme et on peut complètement être déconnecté de ce que le chat est réellement en train de faire parce que nous, on n'est pas assez conscient de ce qui se passe en nous. Donc là, gardez ça en tête si un jour ça vous arrive, de vous dire que les conseils pour le chat, évidemment, ils sont cruciaux parce qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent de ce que vous allez faire pour le chat, mais vous êtes aussi important que le chat dans cette période-là. Ce que vous allez vivre, la façon dont vous allez prendre soin de vous. Moi, je vous dis, il y a des jours, par exemple, où j'ai oublié de manger, et puis au bout de 2 jours, je me dis, mais attends, pourquoi je suis fatiguée? Pourquoi j'ai la tête qui tourne? C'est bizarre. Bah ouais, mange en fait. C'est bien de t'occuper du chat, mais occupe-toi aussi de tes fonctions vitales. Donc, il y a tout ça qui se met en branle, et c'est important pour vous de comprendre que, bien sûr, le chat va mobiliser beaucoup de votre attention, beaucoup de votre énergie, mais c'est important aussi de ne pas vous faire passer derrière, de vous rappeler que vous êtes importante dans l'équation. Parce que les soins vont dépendre de vous, la gestion, l'observation, etc., ça dépend de vous. Si vous n'êtes pas dans un état, alors je ne peux pas dire optimal parce qu'on n'est pas à 100% optimal, mais si vous n'êtes pas dans un état conscient pour faire ce qu'il y a à faire, vous risquez de le faire de travers. Donc c'est toujours, je vous le dis toujours, prendre soin de soi, comment je vous le dis, prendre soin de son chat, ça passe d'abord par prendre soin de soi. C'est encore plus vrai, en fait, dans des périodes de difficultés comme la maladie, comme la convalescence, comme la fin de vie, par exemple, des périodes qui sont vraiment très difficiles émotionnellement à gérer, mais se dire que je dois aussi prendre soin de moi dans cette période, parce que si je le fais pas, je risque de rater des trucs, en fait, je risque de le faire de travers, je risque de mal interpréter, et au final, ça aidera pas forcément le chat. Donc ça, c'est une des prises de conscience que j'ai eues, et donc les difficultés que j'ai pu énumérer. Les difficultés que j'ai pu énumérer, c'est que ça vous demande quand même, enfin ça nous demande quand même de gérer beaucoup de choses, et plus de choses que ce qu'on croit. Pas seulement la tâche ponctuelle qu'on nous demande de faire. Ça nous demande vraiment d'avoir une bonne qualité d'observation de ce qui se passe pour le chat.
factuellement. Observez les signaux corporels, observez les signaux de douleur ou d'inconfort possible. Observez, là par exemple, moi c'était les points de suture, observez l'état réel des points de suture et savoir à quel moment je dois appeler le vétérinaire ou pas s'il y a un problème. Observez les comportements du chat pour voir s'il y a quelque chose d'anormal. Par exemple, pour celles qui ont lu la newsletter, Micha, le fait d'avoir sa collerette, il refusait d'aller à la selle ou de faire pipi. Donc ce qui était un vrai problème parce que s'il n'y allait pas, ça pouvait enclencher d'autres pathologies ou d'autres choses beaucoup plus graves encore derrière. Donc si je ne suis pas attentive à ça, si j'ai pas fait attention à est-ce qu'il a fait pipi caca, si j'ai pas compté les choses, si j'ai pas observé, ça peut être dramatique en fait pour le chat derrière et pour le suivi. Donc pour ça, notre capacité d'attention et d'observation, elle dépend beaucoup de notre état nerveux et de notre état cognitif. Si j'ai mon système nerveux qui est complètement dérégulé et que mon cerveau est pris, bousculé, etc., il y a forcément des choses qui vont m'échapper. Donc ça nous demande énormément de concentration pour garder cette attention, pour garder cette qualité d'observation. Et après, avec cette observation, il y a aussi la gestion de prendre les bonnes décisions à partir de ce qu'on observe. J'ai observé ça, boum, quelle décision je prends par rapport à ça et à quel moment et combien de temps je mets et voilà, et être dans la bonne décision et pas, bon je vais pas revenir dessus parce que vous êtes quand même vachement conscients dans ceux qui me suivent, mais pas aller chercher les réponses sur les forums Google ou je sais pas quoi, non, c'est là, tu as tes connaissances, tu as tes outils et c'est pour ça que le parcours référent est quand même ultra important. Hein. Là c'est une de mes prises de conscience plus que le parcours référent devrait être remboursé par la Sécu, devrait être obligatoire pour toutes les personnes qui ont des chats, parce que vous apprenez tout ça dedans. Vous apprenez vraiment de A à Z et sur tous les plans. Bref, fermons la parenthèse. Donc, il y a ça. Il y a prendre les décisions. Il y a la gestion de l'urgence, de l'imprévu, parce que parfois, il y a des choses qui se passent pas comme vous aviez prévu que ça se passe. Voilà, moi, j'avais pas prévu que Michel, il allait se retenir de faire ses besoins juste parce que la collerette, et il nous a fallu quand même 2 jours pour comprendre d'où ça venait. Il y a tout l'imprévu, sachant qu'évidemment, ça arrive en général toujours quand il faut pas, hein. ou quand c'est fermé, ou le soir, ou le week-end. Voilà. Moi, j'ai eu vachement de chance pour ce coup-là. C'est passé en journée, en semaine, et on était bon. Mais il y a beaucoup de personnes à qui ça arrive les week-ends, les jours fériés. Donc, ça demande de gérer l'imprévu aussi, de l'organisation. C'est-à-dire que votre quotidien est forcément chamboulé. L'emploi du temps, ça va vous demander à réorganiser votre emploi du temps pour le suivi du chat et pour la convalescence. Donc, des fois, vous allez pouvoir le faire. Comme là, on a réussi à bidouiller avec mon conjoint, mais parfois, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut réfléchir à des situations complexes. Et il y a toute la gestion, en fait, en fonction de vos horaires de travail, de ce que vous faites. Si vous ne pouvez pas laisser le chat tout seul et que vous avez besoin d'être sous surveillance, si vous avez, je sais pas, des médicaments, par exemple, à donner à heure fixe et qu'à ces heures-là, vous n'êtes pas là, il y a toute une réflexion, en fait, à avoir. Et quand on est dans l'émotionnel et quand on est dans l'urgence, la partie du préfrontal dans notre cerveau qui nous permet la logique et le raisonnement, elle fonctionne pas très très bien. Donc si on n'a pas les outils pour revenir dans la logique malgré l'émotionnel, c'est très compliqué. Parce que du coup, on peut prendre des mauvaises décisions, on peut passer à côté de certaines choses, on peut vite tomber dans la panique et ça peut être compliqué. Et ça, on ne vous le dit pas. On ne nous le dit pas en général, on ne nous prépare pas à ça. On nous dit juste donnez tel médoc à telle heure, faites machin, faites truc. Mais qu'est-ce que ça va avoir comme impact dans votre quotidien, dans votre vie ? On ne vous aide pas, en fait, là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Il y a évidemment, oui, les difficultés, ça va être aussi réfléchir aux aménagements adaptés que vous avez besoin de faire par rapport à ce qui se passe pour votre chat. Par exemple, nous, quand on a vu comment il réagissait, on l'a d'abord isolé dans une pièce à part. On a aussi fermé tous les espaces où il y avait potentiellement des objets dangereux. On a aussi réduit son arbre à chat au minimum pour qu'il n'escalade pas comme un fou et qu'il se refasse encore plus mal ou qu'avec la collerette, ça parte un petit peu dans tous les sens. Donc, il y a nécessairement dans une convalescence des aménagements à mettre en place. Et il est vrai que quand vous n'avez pas les connaissances éthologiques sur comment fonctionne le chat, et comment fonctionne son territoire, comment est-ce qu'on peut organiser les choses, vous allez un petit peu le faire au feeling, comme ça vous vient.
sauf si vous avez votre vétérinaire qui est aussi compétent dedans et qui va vous donner des indications dessus. Mais si vous ne vous faites pas accompagner par un comportementaliste et que vous n'avez pas les connaissances, les aménagements, ça peut être un peu du bidouillage et vous retrouvez à gérer après des urgences qui s'accumulent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi, bien évidemment, les routines du chat lui-même qui vont être modifiées. C'est-à-dire que la façon dont le chat avait l'habitude de se déplacer dans la maison, les heures, ces petits rituels qu'il avait à droite à gauche, tout ça peut être complètement chamboulé. Un chat par exemple qui avait un accès libre à l'extérieur et que vous êtes obligé de garder confiné à l'intérieur, un chat que vous devez garder, ça c'est pour les cas extrêmes, en cajothérapie parce qu'il n'a pas le droit de bouger pour la cicatrisation, pour des fractures, des choses comme ça, ça perturbe le chat mais ça perturbe aussi forcément votre organisation de ça. Parce que comment est-ce que vous allez pouvoir compenser ça? Gérer la frustration du chat, savoir s'adapter à ses comportements. Il peut changer de comportement, il peut parfois avoir des comportements agressifs envers vous ou au contraire vous demander plus d'attention, plus de présence, etc. Et vous avez besoin d'être là. On a besoin de réajuster et pour ça, ça demande encore une fois beaucoup de concentration, d'attention et d'un minimum de connaissances en éthologie, en langage corporel pour pouvoir s'adapter à ça. Et surtout, une grosse gestion émotionnelle, n'est-ce pas? Pour vous, pour être sûr de ne pas tomber dans la panique, de ne pas faire de mauvaises interprétations. Voilà, c'est beaucoup de choses en fait auxquelles on ne vous prépare pas, on ne vous dit pas que ça va se passer, que ce n'est pas juste une histoire de point de suture ou juste une histoire d'isolement pendant quelques jours, que ça va être éprouvant physiquement, émotionnellement, cognitivement pour vous parce que ça va demander une réorganisation complète de votre quotidien et que réorganisation égale changement, changement cerveau n'aime pas le changement, et qu'il va y avoir toutes les émotions qui vont s'ajouter aux émotions d'inquiétude en fait et d'amour pour l'animal où on va s'inquiéter pour lui, évidemment. Donc ça va s'ajouter à cette attention-là, à cette souffrance parfois qu'on peut ressentir à voir son chat pas bien et de ne pas pouvoir faire grand-chose à part attendre que la douleur passe ou que le temps évolue et que ça cicatrise. Donc tout ça, ça fait beaucoup. Plus l'apprentissage de la collerette ou autres éléments, ça c'est plus au point de vue éthologique. Mais tout ça, ça apporte énormément de fatigue. De la fatigue physique, de la fatigue émotionnelle, de la fatigue cognitive. Et cette fatigue-là, si à aucun moment on se dit mais j'ai le droit en fait d'être fatigué, c'est normal d'être fatigué, et que vous avez personne avec qui partager ça ou sur qui vous appuyez pour ça et quelqu'un qui va vous comprendre ou quelqu'un qui peut vous appuyer, vous soulager face à la vague d'émotions qui peut arriver parce qu'évidemment, encore une fois, on est tous différents et on ne réagit pas pareil et en fonction si par exemple on est hypersensible ou si on a un profil émotionnel particulier ou pas, ça peut être plus ou moins remuant, je cherchais le mot à l'intérieur, et on peut avoir besoin d'aide là-dessus, et quand on l'a pas, donc il y a aussi dans les difficultés cette capacité à développer, à savoir demander de l'aide et savoir déléguer, au lieu de vouloir tout assumer soi-même de A à Z, et au final se faire plus de mal que de bien, parce que autant pendant la période vous pouvez tenir, mais parfois après il y a un gros contre-coup qui peut arriver. Donc en fait, voilà, ça c'était une de mes plus grandes prises de conscience. Je ne sais pas comment ça résonne pour vous, là, pour ceux et celles qui sont en direct. Pour ceux qui sont en replay, vous pouvez bien sûr venir partager après coup. Mais c'était déjà une des premières choses. Avec tout ça, je lis un peu vos commentaires. Alex, tu dis oui, toi c'est souvent le week-end des jours fériés. Oui, voilà, donc ça par exemple, quand ça arrive un week-end ou jour férié, ça ajoute une urgence, ça ajoute une pression. Ah ouais, j'ai oublié un truc quand même. J'ai oublié un truc quand même super important, chers référents et référentes. C'est l'aspect financier. C'est-à-dire que une urgence vétérinaire ou une convalescence, ça coûte cher. Une opération, ça coûte cher. Et vous allez peut-être avoir ce stress-là d'avoir à débourser beaucoup d'argent. Peut-être que vous allez avoir l'argent sur votre compte, peut-être pas. Peut-être que ça va vous amener des difficultés sur le mois qui arrive parce que ça vous fait un trou énorme dans le budget qui n'était pas prévu. Et tout ça, ça ajoute à notre quotidien d'humain. Là, je vous parle vraiment de choses très concrètes en fait à gérer au quotidien. Je ne suis pas
sur du bidouillage énergétique, spirituel. On est vraiment dans la matière, dans notre quotidien, dans notre corps et dans notre fonction du quotidien. En fait, ça chamboule beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de parts de nous qui peuvent être un peu en PLS, en se disant waouh, mais ça fait peut-être un petit peu beaucoup juste pour un chat. Voilà, il peut y avoir ces choses-là en fait qui se passent et que l'extérieur ne va pas comprendre forcément. Donc avoir des personnes ressources sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, qui vont comprendre ce que vous traversez et vous allez pouvoir vous sentir entouré et soutenu, c'est super important. C'est super important. Oui, parce que comme tu dis Alix, les jours fériés ou les week-ends, c'est encore plus cher que le reste de la semaine. Donc tout ça, ça joue sur notre état d'énervement, de stress, de panique, sans compter que ça peut aller réactiver d'anciennes peurs ou d'anciens traumas ou d'anciennes blessures, des traumas soit avec nos animaux, soit chez nous. N'oubliez pas que les animaux sont toujours nos miroirs, les chats plus pour la partie émotionnelle et spirituelle, et qu'ils nous amènent à travers la maladie, on a toujours quelque chose aussi à comprendre sur nous. Là, je l'ai fait pour moi d'aller travailler sur moi, à quoi ça faisait écho chez moi, qu'est-ce que ça venait mettre en évidence là maintenant, qu'est-ce que j'avais besoin de comprendre là-dessus maintenant, qu'est-ce que peut-être, quel trauma ou émotion j'avais besoin d'aller libérer, d'aller dépasser dans ce qui était là. Et ça, parfois on peut le faire tout seul et parfois pas. Parfois on a besoin d'être accompagné pour ça. Mais il y a tout ça vraiment qui se joue. Donc dans tout ça, l'autre prise de conscience que j'ai eue, c'est que parmi toutes les difficultés, parce qu'on en a plein, parmi toutes les difficultés qu'on peut avoir à vivre dans notre relation humain-chat et dans notre rôle de référent, ma prise de conscience, c'est que les moments où on a la partie médicale à traiter, c'est-à-dire post-opératoire, donc convalescence ou sans opération, convalescence et ou fin de vie, qui pour moi font appel au même ressort, au niveau cognitif, émotionnel et au reste, je me dis qu'en fait, c'est une des difficultés qui nous demande le plus de travailler notre posture de référent dans son intégralité. Parce qu'on doit tout maîtriser en même temps. On doit faire travailler tous nos savoirs théoriques, tous nos savoir-faire et tous nos savoir-être en même temps. C'est-à-dire que dans ce qu'on a à traverser, il n'y a pas un moment où le cerveau émotionnel va être en off et où je vais devoir gérer que la théorie et l'aspect pratique. Il n'y a pas un moment où je vais devoir être que dans ma gestion émotionnelle sans observer les parties concrètes médicales, éthologiques. En fait, ça nous demande tout le temps d'être en permanence du mieux qu'on peut dans cet alignement. D'être vraiment toutes les parties de nous, là, présentes à chaque instant. Moi, pendant une semaine, et c'est ça qui fatigue aussi beaucoup. Parce que selon les situations, des fois, on va avoir qu'un truc à faire ou un autre. Et ça va être un petit peu plus isolé. Vous voyez, dans le parcours référent, quand je vous fais les 6 modules progressifs, des fois, on n'a qu'un seul aspect ou un autre à travailler dans les difficultés qu'on rencontre. Mais la convalescence, et fin de vie aussi, la convalescence, c'est vraiment une période où on n'a pas le choix et tout doit être là tout le temps. Je dois, en même temps, par exemple, si je dois faire des soins au chat, je dois appliquer les gestes clairs, avoir le respect du langage corporel et l'éthologie, tout en maîtrisant les émotions possibles que moi j'ai et que je ressens à ce moment-là, pour ne pas stresser davantage le chat. Et c'est tout le temps. Il n'y a pas eu là sur une semaine, un peu plus d'une semaine, il n'y a pas eu un instant où je n'ai pas été obligée de revenir dans cet alignement et de tout bosser en même temps. Et ça, pour le cerveau, c'est épuisant parce que ça demande énormément de ressources cognitives, parce que ça fait appel à des mécanismes et des connexions neuronales différentes dans notre cerveau. Dans notre système nerveux, ça joue en permanence, régulation, dérégulation, c'est compliqué. Donc pour moi, c'est une des expériences, en tout cas de celles que j'ai vécues jusqu'à présent, qui m'a vraiment demandé le plus de conscience et le plus d'alignement de ma posture de référence. Ça nous fait énormément travailler les choses et donc ça nous permet de voir nos lacunes aussi. Ça nous permet de voir quels sont les aspects que j'ai peut-être besoin le plus d'aller approfondir pour, si jamais ça se reproduit, que mon cerveau il sache où aller traiter les choses. Parce que comme je vous le dis souvent pour celles qui ont l'habitude de travailler avec moi, le cerveau, pour qu'en situation d'urgence,
ou en situation d'inconfort, il aille chercher les bonnes informations pour vous amener les bons comportements et le bon savoir-être, il faut qu'il ait déjà les infos et le logiciel. Mais si je n'ai pas les outils éthologiques, si j'ai pas les outils émotionnels, si j'ai pas les outils mindset, forcément, mon cerveau, il fait comme il peut. Et il va chercher où? Il va chercher dans ses idées reçues, dans ses croyances, dans ce qu'on va lui dire, il va se laisser influencer à droite à gauche. Donc ça permet aussi, c'est une bonne expérience pour voir qu'est-ce que du coup on a acquis, qu'est-ce que, ok, ça c'est clair, je sais qu'en situation d'urgence maintenant, ces choses-là sont acquises et que je sais les aligner, les maintenir, et puis là, j'ai un peu merdé quand même, qu'est-ce que je pourrais aller faire et m'améliorer dans cette technique-là? Parce que ça nous demande, donc je répète, de connaître absolument les bases de l'éthologie pour savoir quelle décision prendre, le langage corporel, les signaux d'inconfort et de douleur chez le chat. Ça nous demande de savoir faire le tri dans notre tête et de ne pas nous faire avoir par tous les biais cognitifs, par l'anthropomorphisme qui dans ces cas-là peut arriver vite. Parce que dès qu'on est dans l'émotionnel, il va y avoir des projections, il va y avoir des interprétations, il va y avoir plein de choses qui vont faire que on n'est plus dans la logique, on n'est plus dans le raisonnement et on n'est plus dans la conscience réelle de la réalité c'est quoi? Les faits c'est quoi? Qu'est-ce qui est en train de se passer vraiment? Qu'est-ce que mon chat il est vraiment en train de me montrer? Qu'est-ce qu'il est vraiment en train de ressentir? Et tout ça on a besoin de l'éthologie pour pouvoir se fixer dessus. Ça nous demande énormément de travailler notre mindset évidemment justement par rapport à ça. Ça demande de travailler notre productivité, notre proactivité et notre adaptabilité, parce qu'il faut être capable de gérer l'imprévu, de s'adapter rapidement, de changer. On avait mis en place un truc et puis en fait, il faut aller vite et tout transformer si on voit que ça va pas. Il faut pas y passer des heures et des heures à réfléchir. Il faut avoir cette capacité à observer très bien. Qu'est-ce que je fais? Je rechange, je mets en place. Et pas se poser des questions pendant 3 heures de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que je fais ça, est-ce que je fais pas ça? Et si jamais il se fait, ouais, mais pendant ce temps-là, ton chat, il est en galère. Donc arrête. et ça, l'adaptabilité et la proactivité, c'est des choses qui se travaillent toute l'année, de sorte que quand on est en situation d'urgence, le cerveau sait le faire, en fait. Il va le faire moins bien que d'habitude, on est d'accord, mais il sait le faire et il va pouvoir éventuellement s'adapter. Donc il y a aussi toute la gestion émotionnelle. Comment faire attention à notre propre stress, notre régulation, de façon à ce que ça n'impacte pas et ça n'ajoute pas en fait du stress au chat qui est déjà pas bien. Donc ça serait bien qu'on lui ajoute pas des choses sur la tête, le pauvre chouchou. Et ça demande toujours de rester bien ancré dans la réalité et de pas nous disperser ou partir dans des perchitudes X ou Y. Donc ça fait vraiment travailler cet alignement et c'est pas simple. C'est vraiment pas simple de réussir à faire matcher tout ça en même temps. Pris séparément, en général, quand on a les outils, on sait faire. Mais tout regrouper et être dans cet alignement permanent, comme je vous l'ai dit, ça apporte de la fatigue et il y a des choses qui peuvent nous échapper et c'est normal et ça ne sera pas parfait. Et c'est normal que ça ne soit pas parfait. Il faut accepter que ça ne soit pas parfait et qu'on fait surtout de notre mieux. Mais avec cette prise de conscience, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça m'a fait réaliser à quel point en fait la formation du parcours référent que j'ai créé, elle est, comme je vous disais, d'utilité publique. Elle devait être remboursée par la Sécu parce que en fait dedans il y a tout. Tout ça c'est dedans. Au fil des 6 modules, vous avez vraiment tous les outils pour avoir cet alignement, pour être autonome et pour traverser n'importe quelle tempête qui peut arriver avec vos chats parce que votre cerveau a les choses, parce que vous avez pratiqué en temps normal où tout allait bien et qu'après vous allez pouvoir vous adapter. Donc du coup, ça m'a amené à réfléchir par rapport au programme référent. Je me demande, j'ai pas encore pris la décision, mais je me demande si du coup je vais pas peut-être proposer plusieurs sessions par an. Parce que là, il y en a une qui a démarré là en octobre et qui va durer jusqu'en avril. Donc là, c'est plus possible de s'inscrire au parcours référent. Et normalement, j'avais prévu de faire qu'une session par an. Mais du coup, ça me paraît tellement fort, comme programme est tellement puissant en fait. Quand on a tout ça, c'est fou comme ça change complètement notre façon de gérer au quotidien avec nos chats face à toutes les difficultés. Je me demande si je ne vais pas proposer peut-être plusieurs sessions. Donc pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller sur ma page de mon site internet où il y a toutes les explications et de vous inscrire à la liste d'attente.
Comme ça, si jamais vous êtes intéressé, bah, vous recevrez en amont toutes les informations pour les prochaines sessions et si j'en mets plus dans l'année. Et n'hésitez pas aussi à venir papoter avec moi sur Instagram en privé ou par mail. Si vous pensez que ça peut être cool, si vous avez des besoins, que je propose différentes... alors je ne peux pas en proposer 15 hein, des sessions parce que ça dure 6 mois quand même, mais peut-être en proposer au moins 2 par an pour que ça puisse être productif. N'hésitez pas à venir papoter avec moi là-dessus. Voilà. Comment ça va déjà avec tout ça là que je vous ai partagé? Ça fait un petit moment que je papote. Et après, je vais vous donner aussi la dernière chose qui m'est venue en tête et que j'avais envie de vous partager. Ah, pardon, j'essaie de vous lire. Voir si j'ai raté des choses. Ok. Bon, je ne vois rien arriver. Alors, la dernière chose, j'ai papoté avec pas mal de collègues pendant cette semaine, que ce soit en direct ou que ce soit en message privé sur les réseaux. Et on a eu en fait toute la même conclusion, en fait. Ah, pardon. Agnès, parfaitement exposé, tu as énuméré exactement tout ce par quoi je suis passée. Voilà. Donc pour celles qui l'ont déjà vécu comme Agnès, bah dites-moi un petit peu, là, que ce soit en direct ou en replay, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce que je viens de vous énumérer? Et puis n'hésitez pas à venir, parce que comme je suis en train de vous préparer des choses là pour vous accompagner, n'hésitez pas à venir me partager ce qui vous a manqué dans cette période-là. C'est-à-dire de quoi est-ce que vous auriez eu besoin pendant cette période-là pour mieux le vivre et que vous n'aviez pas. Et que après coup, une fois que c'était terminé, vous vous êtes rendu compte que ah bah là, j'aurais peut-être dû faire ça, j'aurais peut-être dû peut-être appeler tel professionnel, j'aurais peut-être eu besoin de telle et telle chose. Ok, n'hésitez pas à venir me le partager parce que moi, ça me permet de mieux connaître aussi vos besoins pour adapter les choses au plus près de ce que vous vivez. Alors, Fleur, merci de partager la réalité et les difficultés surtout. Oui, oui, ça je pense que pour celles qui me suivent depuis un petit moment, vous me connaissez. Je ne suis pas là pour vous vendre du rêve et moi je vous partage toujours ce qui est vrai. Donc j'essaie le plus possible d'être dans l'authenticité et de vous partager la vraie vie en fait avec nos chats et pas que l'aspect bisounours et pas que tout est parfait. Ben non, vous voyez bien que même quand on est professionnel, et là j'ai parlé avec d'autres collègues donc je vais vous partager aussi, même quand on est professionnel, ben on n'est pas parfait non plus parce que même si on a des outils, on reste humain et la réalité, elle est ce qu'elle est et les faits sont ce qu'ils sont. Et c'est pas en vous posant sur votre canapé à faire des méditations ou à implorer la lune que ça va passer. C'est en prenant votre rôle de référent en fait que vous allez pouvoir faire les choses avec conscience, avec intégration et que prendre ce rôle de référent à cœur et bien faire les choses avec son chat, c'est pas simple en fait. C'est moins simple que ce qu'on croit ou ce que les gens autour de vous peuvent croire quand ils ne sont pas impliqués comme vous ou quand ils n'ont pas d'animaux et qu'ils ne vous comprennent pas. Forcément, des gens qui n'ont pas d'animaux, ils vont vous dire « Ah, mais c'est qu'un chat, mais c'est bon, qu'est-ce que tu te prends la tête? Tu te mets dans, comme je disais au début, pourquoi tu te mets dans des états pareils ?» Mais ces états pareils, ils sont justifiés. Et ils sont justifiables et ils ont le droit d'être là. Et c'est important, pour moi en tout cas, de vous rappeler ça, de vous rappeler que c'est ok d'être dans ces états-là, que la réalité, c'est cette difficulté-là aussi. Moi, quand j'entends régulièrement des personnes qui ont adopté un animal et qui voulaient adopter un animal et qui ont choisi d'adopter un chat, sous prétexte qu'il y a moins de contraintes avec un chat, ben moi, je leur dis non, en fait. C'est pas les mêmes. Si tu adoptes un chat, un cheval, un perroquet, ce que tu veux, il y aura forcément des contraintes. Et en fonction de l'espèce, c'est pas les mêmes contraintes. Mais la partie humaine, la réalité du terrain, ça te demande des efforts, ça te demande de prendre ta place de référent. Et ça, si tu n'as pas les outils, si tu ne les fais pas, ça va être compliqué pour toi. Et la réalité, c'est ça. Donc, c'est pour ça que
Des fois, ça ne fait pas plaisir quand je dis la vérité, mais elle est là. Parce que si vous n'êtes pas préparé à cette réalité-là, c'est là où ça devient plus difficile. C'est là où après on se retrouve avec, on ne les compte plus, des innombrables abandons, parce que les gens réalisent tout d'un coup de ce que ça représente, de l'engagement réel, des difficultés sur le terrain. Parce que quand le chat est tout mignon, qu'il a les quatre fers en l'air, qu'il se laisse papouiller et que tout va bien, bah on est très content d'être référent. Par contre, quand il commence à y avoir des problèmes de comportement et qu'il va falloir faire appel à un comportementaliste, ou quand il y a des soucis médicaux, ou quand le chat vieillit, ou quand il y a machin, là des fois il n'y a plus personne. Parce que la plupart du temps, on n'est pas préparé et personne ne vous dit la vérité. Et moi, vous savez qu'en tant que magicienne féline, une des valeurs de la magicienne féline, c'est dire la vérité, même quand elle ne fait pas plaisir. Donc oui, c'est important pour moi et merci Fleur pour ton commentaire, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, moi, de vous montrer la vérité. Que la vie avec un chat, ça nous demande à nous, humains, une implication, un engagement, des efforts et une transformation personnelle. C'est une très très grande responsabilité, comme tu dis Alix dans ton commentaire. Et les gens, la plupart, n'en ont pas conscience avant d'y être confrontés. Et cette responsabilité, bah, si j'adopte un animal, là on parle de chat, mais ça va sur tous les animaux, si j'adopte un animal sans la conscience que dans notre parcours de vie, ça ne va pas être rose tous les jours. Et que dans le parcours de vie, parfois je vais devoir prendre des décisions difficiles. Parfois je vais devoir réajuster mon emploi du temps. Parfois je vais devoir avoir des dépenses imprévues. J'ai pris cher, hein, autant vous dire. Parfois il va falloir... Ça fait partie du truc. Si tu ne vois que l'aspect positif sans être prêt à te confronter émotionnellement, cognitivement, financièrement, matériellement à tout ce que ça va engendrer, bah, l'animal, il va pas être bien, en fait, au final, et toi non plus. Donc cette responsabilité-là, cette réalité-là, et ça fait partie donc des dernières choses que je voulais partager, c'est que ça fait partie de la, je sais pas si on peut dire prise de conscience, mais en tout cas, c'est venu rajouter une couche sur les discussions que j'ai pu avoir avec les collègues. Quand je dis collègues, c'est tout confondu dans le monde accompagnant humain-animal, que ce soit comportementaliste, que ce soit pet-sitter, que ce soit ostéopathe, bref, j'ai discuté avec plein de monde cette semaine, ça m'a fait du bien. Merci beaucoup à toutes celles qui sont venues papoter avec moi, ça me permettait de déconnecter un petit peu et de m'aider aussi à réfléchir pour mieux aider les gens autour de moi. On en est arrivé à cette conclusion, à quel point nos métiers sont importants. Et vous savez, je vous l'ai dit quand je fais le lancement des transmutatrices, quand je vous parle des professionnels, on a un rôle profond de transformation de la société parce qu'on modifie, on transforme les mentalités et la conscience de ce que c'est que les relations humains-chats, que ce que c'est que les foyers humains-animaux de façon générale, on va dire les foyers multi-espèces, et à quel point c'est important que ces nouvelles professions animalières qui soient là existent parce qu'on est tous complémentaires et qu'avec nos outils complémentaires, bon moi je vous apporte l'alignement complet, mais il y a des tas de choses que je ne fais pas et que d'autres font, et qu'en aspect complémentaire, ça permet, on est là aussi pour faire évoluer, avancer cette conscience-là. Et donc en discutant, ça nous a montré à quel point nos métiers sont vraiment importants dans la société aujourd'hui, qu'encore une fois, on n'est pas là juste pour faire notre job et avoir notre salaire et payer notre loyer, mais qu'on a un rôle vraiment de transformation progressive du monde humain-animal de demain, comme je vous le dis toujours pour celles qui sont transmutatrices et les pros qui travaillent avec moi. Mais on a un grand rôle, c'est ce qu'on est venu là à se dire. Au-delà des accompagnements individuels qu'on fait, on a un très grand rôle de sensibilisation, on est d'accord? Mais sensibilisation, je cherche les mots, sensibilisation consciente, ok? Mais sensibilisation profonde. C'est-à-dire que vous allez me dire, oui, mais tu le fais déjà. Oui, je le fais déjà. Mais il y en a beaucoup de pros qui le font juste en surface, ok, de trucs de pipi, caca, comment on met la litière, comment on met l'argent. Mais sensibilisation pas seulement sur l'animal, une sensibilisation plus profonde sur le rôle de l'humain dans cette relation humain-animal. Et que ça, c'est ma perception, je ne sais pas si c'est une vérité absolue, mais pour moi, ça ne peut passer que
en disant des vérités. C'est-à-dire en ne gardant aucun sujet tabou à droite à gauche, mais dans ce qu'on transmet et dans ce qu'on fait, au-delà du concret de nos consultations pratico-pratiques, quelle que soit notre... je commence à fatiguer. Quelle que soit notre spécialité, c'est avoir aussi ce truc de dire la vérité aux gens, en fait. De dire qu'avoir un animal, faut que tu te bouges les fesses, en fait. Oui, je sais, je vous le dis tout le temps. Mais il y en a des tas qui ne le disent pas ou qui n'osent pas. Okay, donc là, celle avec qui j'ai discuté, on en a parlé, mais pour les autres là, qui passeraient par là, j'ai envie... N'ayez pas peur, en fait, de partager votre vérité du terrain, comme je l'ai fait là pendant une semaine ou comme je suis en train de le faire, parce que ça permet d'ouvrir la conscience. Ah ouais, même les pros vivent ça, donc déjà ça soulage au niveau de ça. Être dans l'authenticité, merci, je cherche le mot Alix, d'être dans l'authenticité et dans la vérité. On n'est pas là, nous les pros, pour, je vois encore beaucoup trop de pros qui, que ce soit dans leur poste, que ce soit dans leur façon de faire les choses, vont être dans, je prends cette expression-là, elle ne veut rien dire, mais c'est le mot qui vient, dans l'aspect bisounours, de vouloir faire plaisir aux gens. Les gens aiment bien tel service, donc je vais proposer tel service parce que ça leur plaît. Oui, d'accord, mais est-ce que ça va contribuer à en faire des référents? Est-ce que ça va contribuer à les aider quand ils sont face à une difficulté, à ne pas lâcher et à ne pas abandonner le chat ou à ne pas partir dans des délires ou à ne pas faire de bêtises? Parce que pour moi, on a un rôle vital, essentiel, crucial de faire évoluer les choses. Et comme je le dis à toutes les transmutatrices, dont certaines sont là, on ne peut pas faire évoluer les mentalités et les consciences et les comportements humains envers l'animal en nourrissant les anciens comportements et ce qui est déjà là. On doit forcément proposer un point de vue nouveau, un regard nouveau. On doit les challenger, on doit les amener à faire autrement. Et c'est pas en nourrissant et en disant oui c'est bien, gna 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 gna, et en proposant que ce qui existe déjà qu'on va le faire. C'est en amenant dans d'autres espaces. Ok, voilà, merci. Merci Fleur. Les coachs doudou, c'est ça. Merci. C'est pas en étant des coachs doudou, des accompagnants doudou qu'on va faire évoluer les consciences. Alors je dis pas, vous n'allez pas sortir le fouet, hein, chers collègues. On va pas se mettre à violenter les gens pour ouvrir. Non, tout doit se faire en douceur. Mais il y a cette histoire de réalité. On a un rôle de, ma petite expression favorite là, à faire bouger le popotin et à dire voilà la réalité et voilà ce qui a besoin d'être fait. Oui, on va être coach doudou à certains moments parce qu'il y en a besoin d'être réconforté, d'être rassuré, oui. Mais il y a d'autres moments où on doit aussi pousser aux fesses et où pousser aux fesses, ça passe par dire la vérité, par dire les choses avec la forme, bien entendu, avec les bons mots, toujours avec le cœur et toujours dans l'amour, puisqu'on est là pour ça, pour diffuser cet amour envers les animaux. Mais avoir cette implication d'amener l'humain à prendre réellement conscience et à transformer réellement au quotidien son comportement, sa conscience, ses actions, son engagement, son implication, et que c'est pas simple d'être un référent, c'est pas simple. Il y a des contraintes, il y a des difficultés. Et montrer la réalité, montrer les faits et expliquer les biais cognitifs qu'il peut y avoir, bref, tout ce que je vous apprends en consultation et dans le parcours référent, pour moi, ça me semble de plus en plus important. Et quand je vis là, des situations comme ça personnelles, ça m'en remet une couche en me disant mais les gens, ils ont besoin de savoir ça, parce que c'est justement parce qu'on ne le sait pas, parce que personne ne le dit, parce que personne ne met en garde, parce que personne n'accompagne, qu'on se retrouve avec des abandons derrière, parce qu'on n'était pas préparé à ces choses-là. Je ne sais pas si vous avez vu mes posts là dans la semaine, mais il y a des phrases que j'entends beaucoup à chaque consultation, ce qui est normal, et il y en a souvent des phrases des gens qui me disent « mais pourquoi personne ne nous dit ça ?» Pourquoi personne ne nous dit ça quand on adopte? Parce que si j'avais su tout ça,
des fois je l'entends. Si j'avais su tout ça, j'aurais peut-être pas adopté mon chat en fait. Ou bien si j'avais su tout ça, j'aurais mieux fait, j'aurais pas fait ces erreurs-là, d'accord? Mais il y a beaucoup d'adoptions qui n'auraient pas dû avoir lieu, qui ont eu lieu parce qu'il n'y avait pas cet accompagnement-là et cette vérité-là. Que ce soit les associations, les refuges, nous en tant que professionnels, on a ce job-là de dire mais préparez-vous. C'est pas juste du fun. Moi, je vous dis souvent que, je sais plus que, vous la retrouverez certainement dans mes vieux posts, mais on n'adopte pas le chat dont on a envie, on adopte le chat dont on a besoin pour évoluer. Adopter un animal, au-delà de tout le plaisir et tout l'amour que ça peut nous apporter, ça va forcément nous faire évoluer. Ça va forcément nous challenger. Ça va forcément nous apprendre à nous transformer. Et sur plein de plans, là je ne parle même pas aujourd'hui de la partie spirituelle énergétique, je suis vraiment dans le pratico-pratique, ok? Mais ça va vraiment aussi dans ces sphères-là. Mais ça nous fait tellement travailler de choses. Ça nous fait tellement travailler notre mental, ça nous fait tellement travailler nos croyances, ça nous fait tellement travailler notre système nerveux, nos énergies, nos connaissances, nos savoir-faire, nos savoir-être, qu'en fait on est obligé d'avancer et de se transformer. Et les humains qui ne sont pas prêts à ça, et c'est ok de ne pas être prêt à ça, et ben ça peut être violent s'ils ne sont pas accompagnés. Donc on a un rôle là-dedans, de A à Z. On a un rôle avant pour expliquer, tu veux avoir un animal, bah prépare-toi, parce qu'il va y avoir ça, il peut y avoir ce que je vous décris là, tu peux avoir à gérer une convalescence, tu peux avoir ceci, tu peux avoir cela dans ton parcours. Est-ce que tu es prêt ou tu n'es pas prêt à vivre ça? Si tu es prêt, on y va. Ça ne veut pas dire que ça va être moins difficile, mais ça veut dire que tu vas savoir dans quoi tu t'engages. Si tu n'es pas prêt à ça, n'en prends pas. Parce que quand tu vas être en difficulté, soit ça va être insurmontable pour toi, soit tu vas être obligé de le replacer ou de l'abandonner parce que tu n'es pas prêt à ça. Donc il y a toute cette conscience-là pour moi qui est super importante et que je l'ai toujours puisque je vous la transmets. C'est pour ça que j'ai créé les transmutatrices, c'est pour ça que j'accompagne les professionnels là-dedans. Mais là, c'est venu vraiment rajouter une couche de à quel point nos métiers sont importants. Voilà. Alix, tu dis, oh purée, ce live me rebooste. Trop bien. Je sens qu'Alix, elle va nous faire un post là aux petits oignons dans la semaine, ça va être chouette. Voilà, c'est d'un point de vue humain, c'est normal d'être démuni parfois. C'est normal d'être dépassé par ses émotions. C'est normal d'être fatigué, d'être perdu, de culpabiliser parfois. Tout ça est normal. Et c'est important de ne pas se laisser avoir ou influencer parce que les gens vont dire autour qui ne sont pas dedans, ok? C'est normal. Vous avez le droit de pleurer quand vous êtes en difficulté avec vos chats. Vous avez le droit de vous sentir perdu. Vous avez le droit d'être en colère. Vous avez le droit d'insulter qui vous voulez parce que c'est injuste. Vous avez le droit. Et plus vous allez en tant qu'humain vous autoriser à vivre ces émotions-là et dire mais oui en fait, être référent, il y a cette gestion-là et j'ai le droit d'être dans cet état-là et être dans la douceur envers vous-même, dans l'indulgence et vous rappeler que ce que vous êtes en train de faire, c'est pas facile. Qu'être un référent chat, mais peu importe l'animal, encore une fois, c'est pas facile. Et être au contraire, au lieu de vous sortir le fouet et de vous dire, hein, mes petits magiciens, magiciennes, là, c'est votre spécialité ça, de dire j'aurais dû, j'aurais pu, c'est pas assez bien, ça aurait pu être mieux. Oui, ça peut toujours être mieux. Mais vous faites déjà 100 fois plus, 1000 fois plus que la moitié des gens avec leurs animaux. Et ça, c'est important que vous le compreniez, que vous vous disiez, mais oh, ouais, moi au moins, je le fais. C'est pas facile, donc c'est bien de temps en temps de savoir qu'il y a des professionnels qui sont là pour vous accompagner là-dedans. Et que vous allez avoir du soutien quand vous venez nous chercher, quand vous allez demander de l'aide, quand vous avez besoin de déléguer, quand vous avez besoin d'être éclairé. Il y a des gens qui vous comprennent, c'est nous les professionnels, parce qu'on vit la même chose que vous, sauf qu'on a des outils complémentaires à vous apporter. Mais vous avez ce soutien-là qui existe autour. Et quand vous traversez ces difficultés, vous dire,
avec l'amour que vous avez pour votre animal et avec la conscience que peu à peu vous développez et avec votre envie d'évoluer, vous allez traverser ça, quoi qu'il arrive. Et vous allez en ressortir à chaque fois plus grand, plus conscient, plus autonome, avec des nouvelles connaissances, avec des nouvelles choses pour emmener la relation de plus en plus loin et de plus en plus fort entre vous et renforcer le lien de plus en plus fort. Mais avoir ce truc de être fier de vous pour ce que vous faites déjà, au lieu de vous flageller. Parce qu'encore une fois, les 3/4 des gens qui ont des animaux, ils ne font pas ça. Les 3/4 des gens, quand ils se rendent compte en difficulté, ils abandonnent leur chat ou ils le replacent. Ok ? Ou ils vont pas chercher d'aide, ou alors ils subissent. S'ils le gardent et qu'ils abandonnent pas, ils subissent, mais ils ne font rien de particulier. Ils remettent pas en question que peut-être c'est eux qui ont des nouvelles choses à apprendre. C'est eux. Ce sont eux, c'est plus français. Que peut-être ce sont eux qui ont des choses à réguler ou à transformer ou des choses à apprendre et que c'est pas le chat nécessairement qui va pas bien ou qui a un problème, mais que nous, on a des choses à dépasser, à transformer. Et pour moi, aussi bien en tant que particulier qu'en tant que pro, et là je parle aux particuliers dont vous faites partie, qui sont déjà à un niveau de conscience plus élevé, puisque vous me suivez, autour de nous, c'est important de diffuser ce message-là. Nous, en tant que professionnels, il faut vraiment qu'on mette le paquet là-dessus dans notre sensibilisation, dans ce qu'on transmet, dans les services qu'on peut proposer pour aller vers une responsabilisation de l'humain et après les accompagner dans cette responsabilisation qui ne se retrouve pas seule, mais dire la vérité, préparer, anticiper les gens sur la réalité du terrain quand on a un animal à s'occuper sur le long terme. Et quand on est particulier et tous avec nos animaux, faire du mieux qu'on peut pour transmettre ce message-là à nos amis, à nos familles, aux gens qu'on peut croiser au supermarché, à la boulangerie, j'en sais rien, nos voisins autour de nous, c'est avoir le plus possible cet alignement, nous, à incarner, parce que ça part de nous. Si on diffuse un message, mais que nous, on ne le fait pas, ça sonne faux dans l'énergie, là par contre, énergétiquement, c'est mort. Donc c'est incarner ce truc-là au quotidien, et après, inspirer les autres là-dessus, pour se rappeler que la condition animale dans le monde, et nous on va dire déjà en France, régulons, la condition animale en France ne peut évoluer qu'en faisant évoluer la conscience et les comportements de l'humain. Et ça passe par être dans l'amour envers l'humain et l'aider à voir la vérité, à ouvrir les yeux et à se préparer. En tout cas, moi, c'est ma perception. Je sais que certains d'entre vous le partagent, peut-être que certains ou certaines moins, mais c'est ma vision, mon implication, et c'est ce qui m'anime tous les jours de plus en plus, c'est vraiment ouvrir les yeux et mettre les lunettes de chat pour apprendre à voir autrement. Parce que quand on a cette conscience-là, on ne fait pas les mêmes choix et on ne prend pas les mêmes décisions que quand on n'a pas les connaissances cytologiques, quand on n'a pas les outils. C'est pour ça que dans mes consultations, je le fais, mais c'est aussi pour ça que j'ai proposé et créé le parcours référent et que là, je suis en train de vous créer des choses un petit peu plus accessibles au niveau budget, on va dire, des choses à plus petit prix qui vont arriver pour vous aider dans plein de situations. Parce que c'est pas... En fait, nos métiers, là je reviens sur la partie pro, nos métiers, c'est pas juste donner des conseils à appliquer. C'est rendre autonome de façon à ce que, oui, on a des outils à poser, à apprendre, mais tout part avant tout de pourquoi je dois appliquer ces outils-là? Quel est l'intérêt de ça? Et il y a une grosse partie pour moi d'enseignement et de transmission, et pas uniquement de je viens réparer un truc cassé et puis après je repars. Voilà. On a vraiment un accompagnement humain à avoir. C'est pour moi indispensable. On ne peut pas faire évoluer les relations humain-animal sans aimer l'humain et sans accompagner l'humain, éclairer l'humain, ouvrir les yeux à l'humain, lui montrer, le soutenir quand ça va pas, lui botter les fesses quand il faut. Voilà, avoir ce travail-là avec l'humain, c'est indispensable. C'est indispensable. Parce que l'animal vit avec un humain et que tout ce que l'animal va vivre dépend de l'alignement et des connaissances, savoir
savoir-faire, savoir-être de cet humain-là ou pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez pour ceux qui sont en direct, mais en tout cas pour moi c'était important. Donc pendant que les commentaires arrivent, je voulais juste donc vous rappeler que je fais ce travail de coach aligné et que vous pouvez être sûr que dans les difficultés, que ce soit en préparation ou en accompagnement, vous pouvez évidemment faire appel à moi, à mes services en individuel ou à mes formations, et que si vous avez envie d'apprendre des choses, je suis toujours là pour vous accompagner. Donc vous avez tout ça sur mon site, que ce soit en coaching chat, pour une difficulté avec vos chats, mais je vous accompagne aussi en tant qu'humain, en coaching humain, individuel, dans vos propres difficultés qui peuvent après nuire au bien-être du chat et vous accompagner vraiment dans votre rôle de référent, parce qu'encore une fois, je sais à quel point c'est j'allais dire un métier, non mais quoique, à quel point c'est un rôle exigeant, c'est une posture exigeante à tenir et que c'est pas facile, ok, tous les jours. Donc, et comme je le vis moi-même ayant des chats, évidemment, enfin un chat, ça me suffit déjà, je sais pas comment vous faites avec 5, 6 chats, 10 chats, déjà un, c'est pas possible, certains jours je suis en PLS, alors je ne sais pas comment vous faites avec plus, mais je suis avec vous. Je suis avec vous, je suis de tout cœur avec vous et je suis là pour vous accompagner et partager tout ça parce que je sais à quel point c'est une posture difficile à tenir, à quel point cette posture n'est pas forcément comprise par l'extérieur, par ceux qui n'ont pas des chats ou qui ont des chats mais qui ne sont pas aussi conscients que vous l'êtes et pas aussi impliqués que vous l'êtes. Et bah, soyez sûrs qu'avec moi, vous aurez toujours la vérité. Donc ça, il faut être prêt à entendre la vérité. Hein, voilà, si vous êtes avec moi. De l'apprentissage, de la transmission. Et moi, je vous amène vraiment à l'autonomie avec la partie soutien quand elle est nécessaire et la partie bottage de fesses quand elle est nécessaire. Donc si vous avez besoin, vous savez que je suis là à travers mes différents services. Vous avez tout sur mon site et vous pouvez évidemment me demander en privé ce qui peut être dans vos besoins. Alors, je vous lis. Alix, tu dis que ça résonne fort pour toi. Ok. Avec plus, heureusement. Avec plus. Avec plus, heureusement, ils n'ont pas de problème tous. Ah, avec plus de chats. Avec plus, heureusement, ils n'ont pas tous de problème en même temps. Même si c'est pas impossible. Ouais. Alors, je reviens à l'éthologie. Quand on a beaucoup de chats, enfin beaucoup, quand on a plusieurs chats, et qu'il y en a un qui a un souci, c'est important de ne pas rester focus que sur celui qui a un souci. Parce que le chat qui présente une difficulté, que ce soit une difficulté physique, médicale, émotionnelle, comportementale, c'est souvent le révélateur d'autres choses de plus grand, même pour un problème de santé, Alix. Même pour un problème de santé, parce que le problème de santé de l'un peut avoir des conséquences sur les autres dans le groupe. Parce que celui qui est en santé va dégager des phéromones différentes. La communication avec lui va être différente. L'organisation, les routines entre eux, les rituels, la gestion du territoire, tout ça va être impacté quand il y a un chat dans le groupe qui est malade. Donc quand vous avez un chat qui est malade ou qui a un souci X ou Y, c'est important de ne pas oublier qu'en fait, il n'y a pas chat numéro 1, chat numéro 2, chat numéro 3. Il y a l'unité que vous formez tous ensemble. Et que dans cette unité, il y a des fils. Et que dès qu'il y a un fil qui est tiré, ça fait bouger tout le reste. Et la tendance qu'on a, qui est très humaine et très normale, c'est de se concentrer à 100% sur celui qui a un souci. Et du coup, on ne voit pas le reste qu'il peut avoir comme conséquence. Et comme conséquence, c'est qu'une fois que celui qui était malade est guéri, bah, la cohabitation, elle ne marche plus pareil. Ça, j'en ai beaucoup, où on m'appelle après un des chats a été malade. Et après, c'est l'apocalypse parce que y a un chat qui déserte la maison, parce que je sais pas quoi, et il y a des problèmes. Et on est obligé de réajuster le groupe. Donc ça, ouais, merci Alix d'en avoir parlé. Quand vous vivez avec plusieurs chats, vraiment, déjà faites-vous accompagner par un comportementaliste. C'est vraiment le conseil que j'ai à vous donner quand il y a un chat qui est en difficulté, de bien observer les choses et de travailler cet alignement de référence. C'est que quand il y a un chat malade dans un groupe, vous êtes toujours le référent des autres. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Parce qu'on a tendance à dire
à prendre notre rôle de référent à cœur pour celui qui va pas bien et on soulage un petit peu, on délaisse un petit peu des choses par rapport aux autres, alors que les autres aussi ont besoin d'aide dans cette période. Les autres aussi ont besoin de repères par rapport au changement que le chat malade va apporter dans le foyer, dans leur organisation et dans tout ce que je vous ai expliqué. Et c'est pour ça que plus on a de chats, plus notre rôle de référent est exigeant. Parce qu'on doit avoir les yeux partout, on doit pouvoir s'adapter, et c'est vraiment, vraiment pas facile quand on veut le faire bien. Évidemment, je ne parle pas des gens non conscients. Les gens non conscients ne sont pas sur ce compte, de toute façon. Mais voilà. Donc ça joue aussi. Merci Alix pour ce partage. Alors Agnès, oui, avoir conscience de ce qu'on accomplit pour ne pas rester bloqué sur le trauma potentiel. Ouais. De toute façon, la clé de toute transformation, c'est la conscience. Tant que la conscience n'est pas là, il n'y a pas de transformation possible. Et Fleur, tu dis, c'est compliqué de sensibiliser l'entourage, oui, parce que quand on est face à des personnes qui disent « j'ai toujours eu des chats, donc je sais ». T'as lu mon post de vendredi ou samedi? Je sais plus. C'était là-dessus. Oui, mais justement, il y a une différence entre « je sais » et « je suis consciente ». Je suis consciente. Il y a une différence. Parce que déjà, il y a ce que je sais et qui est faux autour des croyances, des idées reçues qui a démonté. Donc ça, la personne, elle va avoir, si elle croit que elle détient la vérité absolue et qu'elle n'est pas ouverte, on ne va pas pouvoir faire le job de sensibilisation. Pour ça, je vous invite, si vous avez envie d'évoluer là-dessus, à acheter l'atelier jugement qui est disponible en autonomie complète. Vous pouvez faire l'atelier chez vous dans votre confort pour travailler justement ça et réfléchir à toute cette sensibilisation-là qu'on peut avoir quand nous on est conscient et quand on est entouré de gens pas conscients et que ça va être très difficile en fait ces échanges-là. L'atelier jugement peut vraiment beaucoup vous aider là-dessus. Donc Fleur, si tu en as envie, si tu n'y avais pas déjà participé à l'époque, il est maintenant disponible en replay avec tous les outils complémentaires sur mon site internet. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc il y a même quand on a les bonnes infos, il y a le je sais et il y a le je suis consciente. C'est pas la même chose. Le je sais, il va vraiment rester au niveau mental. Tu vas regarder Fleur. Si tu as besoin que je t'envoie le lien, si tu ne trouves pas, tu m'envoies un petit message. Ok, un message privé et je te l'envoie. Le je sais, c'est j'ai compris les infos, j'ai les infos, elles sont là. Ok. Comme moi en tant que pro, bah, je sais comment gérer une convalescence. Mais quand je vis la convalescence moi-même, ça passe de je sais à ça s'intègre à l'intérieur de moi. Et ce qui fait passer de la connaissance à la conscience, c'est l'expérience. Tant que une personne n'aura pas vécu ce que vous cherchez à lui expliquer, ça va être très compliqué de la mettre en conscience. Parce que le cerveau humain est comme ça. On va avoir tendance à s'ouvrir et à aller explorer d'autres possibilités quand on se retrouve en difficulté. Tant que tout va bien pour nous, on ne voit pas forcément l'intérêt d'aller apprendre d'autres choses, sauf quand on aime apprendre, quand on est multipotentiel, etc., comme beaucoup d'entre vous qui me suivez ici. Mais la plupart du temps, avec tout ce qu'on a à faire dans notre journée, le cerveau est ainsi fait que si tout va bien et que je n'ai pas, moi, en tant qu'humain, de problème au quotidien, ben je considère que le chat va bien et que tout ça, ça se passe bien et que j'ai pas besoin d'aller plus loin et que qu'est-ce que tu m'embêtes avec tes infos de chat, c'est bon, moi j'ai pas de problème, j'ai pas besoin de m'y intéresser. Par contre, ces mêmes personnes qui te disent j'ai toujours eu des chats, je sais, un jour, sois sûr que ces personnes-là vont tomber sur le chat qui vont les mettre en difficulté, qui vont les mettre face à eux-mêmes. Et que ce jour-là, ils vont se dire mais je comprends pas. Avec ce chat-là, ça marche pas. Et c'est ce qui se passe avec nous en comportement. Pour nous, les comportementalistes, il y a beaucoup de personnes qui ont toujours eu des chats, pensent qu'elles savent et qu'elles ont raison. Elles vont se retrouver face à une difficulté où elles se rendent compte qu'avec ce qu'elles savent, elles n'y arrivent pas. Et où elles vont arriver vers nous. Et je renvoie au post de fin de semaine dernière, où au final, elles vont se dire « Ah, mais en fait,
Ce que je savais, en fait, c'était pas... Enfin, il y avait des choses vraies, il y avait des choses moins vraies, il y avait des choses fausses. En fait, je pensais connaître les chats parce que j'en ai toujours eu, mais en vrai, je les connaissais pas si bien que ça. Mais le passage passe par l'expérience. Donc c'est très compliqué pour des gens pour qui tout va bien de les faire sortir de leurs croyances s'ils n'ont pas envie de base d'apprendre et d'évoluer. Et ça, c'est difficile, c'est notre gestion. J'avais fait un live là-dessus dans l'année, il me semble, sur ça. On pourrait le retrouver. Bon, voilà. Il est 11h17. J'ai fait un peu plus que ce que j'avais prévu. Je m'étais dit 1 heure. Ah si, j'avais dit 1 heure, 1 h 15. On n'est pas loin. Hein. C'est bon, on est dessus. Voilà. Je vous ai partagé ce que j'avais envie de vous partager. Je vais prendre des questions ou des partages s'il y en a, pour ceux qui sont en direct. Pour ceux qui sont en replay, eh ben, n'hésitez pas à poser vos commentaires ou vos questions sous le replay. N'hésitez pas aussi à venir me voir par mail ou en message privé sur Insta si jamais vous voulez en savoir plus sur mes accompagnements ou si vous avez envie de partager aussi comment ce live a résonné pour vous et ce que ça a pu éveiller pour vous. Alors, je prends 2 minutes là pour vos questions, vos partages s'il y en a. Merci pour ce riche échange. Merci à toi Alix d'avoir été là et pour tes interventions. Et nous avons hâte de voir ce que ce live va t'inspirer. Puisque tu nous as dit que ça t'a boosté et que ça t'a inspiré, on a hâte. Merci pour ce temps consacré à toujours plus nous ouvrir l'esprit. Merci à vous de vous autoriser et d'accepter tout ce que je vous raconte. Pendant s'il y a d'autres commentaires, je voulais juste préciser par rapport à mes accompagnements aussi. Là, j'ai beaucoup parlé du référent avec son chat qu'on accompagne, mais je voulais aussi rappeler que j'accompagne les professionnels aussi dans cette dynamique-là. J'accompagne aussi les pros animaliers, quelle que soit votre pratique et votre spécialité, pour vous aider dans cette mission-là et dans vos difficultés à faire tout ça. En fait, quand vous en avez besoin avec vos clients, je peux vous accompagner en mentorat, je peux vous accompagner en séance individuelle ou en vous proposant des choses sur mesure par rapport à vos besoins aussi. Donc là, pareil, pour les pros, vous avez aussi plein de choses sur mon site. Et puis, si vous ne trouvez pas, vous pouvez aussi venir me voir en privé pour m'expliquer vos besoins et qu'on voit comment je peux vous accompagner là-dessus. Alors, Agnès, pour répondre à ta question de tout à l'heure, laquelle? Ah oui, ce dont vous auriez besoin. Ok, à chaud, ce qui me vient, dont tu avais besoin, donc ce dont tu aurais eu besoin dans cette période et que tu n'as pas eu. Comment gérer mes émotions pour moi et pour l'animal que j'accompagne dans cette difficulté? Ok, eh ben c'est dans le parcours référent, module 2. Enfin, module 2 à 5 en réalité. Surtout les modules 2 et module 5. Module 2, ça fait travailler sur l'émotionnel, module 5 sur le mindset. Et entre les deux, ça vous faire des petites choses pour faire le lien. Tu vas savoir le faire avec le parcours référent puisque tu es inscrite à la session du moment. Donc je répète pour le parcours référent, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur la liste d'attente pour avoir toutes les infos sur les prochaines sessions si vous êtes intéressé. Ok. Bon, et bien écoutez, je ne vois pas d'autres choses arriver, donc je vais vous remercier pour tous ceux qui étaient en direct. Remercier aussi si vous étiez en replay pour ce temps que vous avez pris pour m'écouter, pour vous partager à la fois mon expérience, mes prises de conscience et mes quelques conseils. Et puis, à très vite, sur les réseaux ou en vrai, en fonction des besoins des uns et des autres. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie encore une fois, tous et toutes, qui êtes sur mon compte pour votre conscience.
Vous rappeler que même si pour vous, vous avez l'impression que vous ne faites pas assez, qu'il y a encore des progrès, qu'il y a encore des choses, vous rappelez que ce que vous faites est déjà beaucoup, 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 beaucoup par rapport à ce que beaucoup font. Et j'aimerais vraiment, oui, je vais vous poser la question magique que je n'ai pas posée encore, mais j'aimerais vraiment que vous repartiez dans ce live avec ce rappel que tout ce que vous vivez dans votre rôle de référent est légitime. Tout ce que vous vivez, vous avez le droit de le vivre. Et que vous soyez vraiment dans l'amour et dans la fierté de vous-même, de vous dire mais je fais de mon mieux. Quand je bloque, je vais chercher de l'aide là où j'en ai besoin. Mais avoir vraiment cette conscience et cet amour envers vous-même que vous êtes dans votre rôle de référent, que vous êtes dans la conscience de ça et que vous ne pouvez que vous améliorer chaque jour à partir de cette envie-là. Donc être vraiment dans la gratitude envers vos chats, mais la gratitude aussi envers vous-même, de vous autoriser à apprendre grâce à vos chats et d'avoir cette jugeote, on va dire, et cette implication, cette conscience et cette compréhension que vous êtes aussi important et importante que vos chats dans la relation et que vous comptez autant que vos chats dans la relation et que c'est important de prendre soin de vous, d'être en amour avec vous-même et d'avancer à votre rythme du mieux que vous faites et que vous pouvez. Et voilà, c'était important que je vous transmette ça. Donc pour ceux qui sont en direct, ma question magique de tout le temps, avec quoi vous repartez de ce live? Je vous lis. Avec quoi repartez-vous de ce live ce matin? Est-ce que vous repartez avec une émotion, une idée, une prise de conscience, une envie, une image, un mot, ce que vous voulez? Avec quoi vous repartez de ce live, que ce soit en direct ou en replay? Reboost pour Alix. Ok. Garde bien cette énergie-là pour la journée. Garde bien cette énergie de tout booster là à l'intérieur. Qu'est-ce que cette énergie va te permettre de créer aujourd'hui par rapport à ton rôle de référent et par rapport à ta mission pro? Agnès, tu repars avec l'envie de me dire merci. Je n'avais jamais entendu parler de ce sujet si sensible. Merci. De rien. Ok. C'est bon pour ceux qui sont en direct, vous m'avez tous dit. Ah non. Fleur avec gratitude. Parfait. Eh ben, restez bien avec toutes ces belles énergies-là. Du reboost, de la gratitude, de la conscience. J'espère que ça va vous aider à traverser votre journée et à vous apporter un petit peu plus de joie, d'alignement, de motivation dans votre rôle de référent. Je vous fais plein de bisous et on se voit à bientôt en direct, pas en direct, bref, par tous les moyens possibles et variés que nous avons pour communiquer. Bye bye, à bientôt.